Hollow Knight Silksong est sorti depuis plus d'un mois maintenant, et il apporte avec lui de nouveaux personnages, de nouvelles informations, et plus important encore pour cette vidéo, un nouveau royaume. Et vous savez ce que ça fait un royaume plus un royaume? Ça en fait deux, et ça va nous permettre de faire plus de suppositions et de conjectures sur comment fonctionne le monde de Hollow Knight dans sa globalité. Quelles règles physiques et spirituelles le régissent? Comment se structure la géographie de ce monde caverneux, plein de vie? Et surtout, qu'attendre pour la suite? Aujourd'hui, on ne parle pas de l'histoire de Farloom ou des Tisserands. Aujourd'hui, on parle du world building de Hollow Knight. Attention, cette vidéo contient des éléments de spoil sur Hollow Knight et Hollow Knight Silksong. Avancez, à vos risques et périls. Avant toute chose, voici ma méthode de raisonnement pour établir ces lois inviolables de Hollow Knight. C'est l'induction, c'est-à-dire que si l'on observe des similitudes entre les royaumes, ou un phénomène qui se répète souvent, et qu'il n'y a pas d'exception, on en déduit une loi que l'on va supposer vraie pour tous les royaumes du monde de Hollow Knight. En gros, on va généraliser ce que l'on voit. Alors, évidemment, cette méthode n'est pas des plus rigoureuses, mais je pense que c'est un bon début pour poser des bases solides et nécessaires à la bonne interprétation du lore. Et d'ailleurs, si jamais vous trouvez d'autres règles que celles que j'ai trouvées et exposées dans cette vidéo, je vous propose de le partager dans les commentaires. Sur ce, voici notre premier recueil de lois qui porte sur la géographie et la constitution du monde. Première loi. Les royaumes sont des oasis de vie. Je suppose que vous l'avez vu si vous avez joué aux deux jeux, mais les zones aux frontières des royaumes de Farloom et de Hallownest sont extrêmement similaires. De grandes étendues de sable et un vent violent et poussiéreux. Bref, des conditions très peu propices à la vie, ou au moins à l'organisation de grandes civilisations. Ainsi, c'est ce qu'il y aurait entre les royaumes. Un grand désert qui ne faciliterait pas le voyage entre ces derniers. Les royaumes seraient alors des exceptions, des lieux abrités et riches en eau, permettant à la vie de se développer, et aux insectes de mener leurs activités confortablement, par rapport aux vastes étendues venteuses et sablonneuses de l'extérieur. Deuxième loi. Les royaumes sont nombreux. Cette loi est un peu facile à trouver et a un but assez spéculatif. Le premier élément de lore nous mettant sur la piste est cette pièce secrète dans le DLC de la troupe de Grimm, dans le premier jeu de la licence. On y trouve une espèce de machine qui, selon les fichiers du jeu, est une carte. Or, on sait que la troupe de Grimm se déplace entre les royaumes. On peut donc supposer que ces points indiquent tous l'emplacement des royaumes visités par Grimm. De plus, il est clairement confirmé dans Silksong que les territoires de Farloom et de Hallownest ne sont qu'une infime partie du monde de Hollow Knight, de nombreux lieux étant mentionnés sans qu'on ne les connaisse, notamment dans le berceau avant l'acte 3. Nous verrons bien ce que Team Cherry nous réserve pour la suite. Troisième loi. Le monde n'est pas en 2D. Alors pour cette loi, je sens que je vais devoir m'expliquer un peu. Je pense que c'est applicable à peu près tous les jeux en 2D, mais non. Le monde de Hollow Knight n'est pas en 2D. On peut revenir sur la carte de la troupe de Grimm qui ressemble à un astrolabe, voire une sphère armière, ou en tout cas à tous ses outils astronomiques, mais le point qui mettra tout le monde d'accord, c'est simplement le fait qu'il n'y a pas qu'un plan dans Hollow Knight. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà des zones que l'on peut explorer avec Hornet ou avec le Chevalier, le fond et le premier plan font eux aussi partie du monde de Hollow Knight. Le fait que le jeu soit en 2D est un format d'exploration, de gameplay tout simplement. Alors quand je vois ce genre de map se créer sur Reddit, je me dis oui, mais non. Qui nous dit que ce n'est pas comme ça ou comme ça? Personne, car à l'arrière-plan peuvent se cacher des informations. La bête des abysses par exemple. Et ce point me donne envie de développer avec non pas une, mais deux autres lois. Quatrième loi. Le monde est constitué de cavernes. S'il y a bien quelque chose que l'on doit comprendre, c'est que le monde de Hollow Knight, du moins ce que l'on en a exploré, est sous terre. Dirtmouth est sous terre, le mont Fey est sous terre, la couronne d'Hallownest est sous terre, et même ce qui est nommé surface dans Silksong est sûrement sous terre. C'est sombre, on ne voit pas d'étoiles, il y a le vent présent également dans le désert. Pour moi, la surface n'a clairement toujours pas été atteinte. Et pour expliquer cette obscurité constante, même dans les plus grands espaces, la meilleure solution c'est d'agrandir ce que l'on explore constamment dans Hollow Knight. Des cavernes. Ce qu'on voit de la surface, entre guillemets, serait le sol d'une grotte très grande. Les grottes dans Hollow Knight ayant des tailles très variées. Celle de la Cité des Larmes est gigantesque, celle qui habite la citadelle aussi. Donc pourquoi ne pas voir toujours plus grand? Cinquième loi. Les abysses sont omniprésentes en profondeur. Pour clore ce recueil sur la géographie, comment ne pas parler des abysses, qui sont présents dans les deux jeux, au fin fond des cavernes les plus obscures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils sont la marque de la présence des Grands Anciens, la plus ancienne civilisation connue du monde de Hollow Knight. On ne peut qu'attendre plus d'informations dans les DLC, ou dans un futur jeu. Les abysses apportent aussi avec eux le vide et le sang de vie. Je pense que vous l'avez vu, le thème de la géographie est un peu épuisé. Alors je vous propose de passer à notre deuxième recueil de lois. Les énergies et leurs utilisations. Sixième loi. L'âme est centrale dans Hollow Knight.
Vous le savez, dans Hollow Knight, de nombreux éléments sont liés à l'âme. La soie est constituée d'âme, les seaux sont constitués d'âme ou de fils constitués eux-mêmes d'âme, les masques permettent le contrôle de l'âme, les sorts sont constitués d'âme, etc., etc. De plus, l'âme est présente dans tous les insectes. C'est en quelque sorte l'énergie qui leur permet de continuer à survivre. Ainsi, tout a un lien avec l'âme, de près ou de loin. L'âme est donc une énergie malléable à souhait que tous les habitants du monde de Hollow Knight peuvent utiliser. Cependant, tous n'ont pas une connaissance suffisante pour pouvoir en profiter. 7ème loi. L'âme peut être utilisée par n'importe qui. Comme je viens de le dire, tous les insectes de Hollow Knight pourraient utiliser l'âme s'ils avaient les connaissances requises. C'est un savoir que les êtres supérieurs ont l'air d'avoir, du moins à un certain niveau, mais qu'ils ne sont pas seuls à posséder. Le sanctuaire de l'âme en est un bon exemple. Suite à de nombreuses expériences et hypothèses, les théoriciens ont fini par avoir une connaissance de l'âme suffisante pour pouvoir la contrôler. C'est aussi le cas de Growl le Grand à Bilsack, qui a reçu un enseignement plus que rapide de la part d'un chaman escargot, ne lui laissant le temps de n'apprendre qu'un seul sort. Les chamans escargots ont l'air eux aussi d'être très bien renseignés sur l'âme, et sont d'ailleurs le lien vers la 8ème loi. 8ème loi. Le vide peut contrôler l'âme. On sait que les chamans escargots sont constitués de vide. Nous savons aussi que les statues ancestrales dans Hollow Knight proviennent du vide, or les deux ont un rapport très serré avec l'âme, les premiers pouvant la contrôler, et les seconds en renfermant. Dans Silksong, c'est encore plus visible. Les fils de soie constitués d'âme sont utilisés par le vide pour se répandre dans tout Farloom. Et si on pousse encore plus loin la réflexion, on se rend compte que le fait de frapper avec son aiguillon des créatures du vide n'altère en aucun cas le fait de récupérer de la soie, ou de l'âme selon le jeu. Mais le vide n'est pas la seule entité que l'on retrouve dans les abysses. 9ème loi. Le vide est parasité par le sang de vie. En effet, le sang de vie, cette espèce d'énergie bleue aussi nommée plasmonium, provient de sortes de plantes qui, pour se développer, utilisent les mécaniques d'un parasite. Seulement, la puissance du sang de vide a l'air d'être corrélée à celle du vide. Il est présent à proximité de ce dernier dans Hollow Knight, et dans Silksong s'empare de toute une zone après la montée en puissance du vide. Je ne saurais pas vraiment expliquer ce lien, mais certaines théories viables et intéressantes le peuvent. J'étais par exemple tombé sur quelqu'un qui affirmait que la bête des abysses, visible dans le premier jeu, serait en fait le premier seigneur du vide, parasité par le sang de vie. D'ailleurs, si jamais vous voulez que je développe certains points abordés dans cette vidéo, n'hésitez pas, là encore, à m'en faire part dans les commentaires. 10ème loi. Tout est réfutable. Et oui, bien que je tire ces lois de mon chapeau avec peut-être quelques preuves par-ci par-là, absolument tout est réfutable. Team Cherry ne nous a pas encore livré tous les secrets de l'univers de Hollow Knight, et c'est très bien comme ça. Rien ne nous dit que les DLC ou leurs futurs jeux, s'il y en a, ne viendront pas contredire ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et j'espère qu'ils continueront de nous faire rêver pendant encore longtemps. N'hésitez pas à partager vos propres lois, à me passer un savon pour ne pas avoir approfondi tel ou tel sujet, ou pour avoir fait de sacrées erreurs de montage. Et surtout, ne vous abonnez pas, ça n'en vaut pas la peine.